14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h, nous sommes sur Sud Radio et nous allons parler aujourd'hui de la rupture. La rupture, oui, c'est un moment difficile, même pour celui ou celle qui décide de rompre. Et d'ailleurs, c'est plus souvent les femmes que les hommes qui prennent cette décision. Peut-être parce que pour nous, notre vie sentimentale a plus d'importance que pour les hommes. Ou peut-être tout simplement parce que les hommes, après une maman, ils ont une épouse et puis voilà, et tant qu'ils l'ont, ils la gardent, voilà. Bon, en tout cas, c'est vous qui allez nous dire tout ça, bien sûr, sur Sud Radio. C'est avec Pascal Neveu que nous allons aborder ce sujet, mais on va peut-être aussi plus particulièrement évoquer le divorce aujourd'hui, et on recevra d'ailleurs quelqu'un qui vient de sortir un livre sur le divorce dans la deuxième heure. Pourquoi on va plutôt aussi évoquer le divorce? Parce que j'ai remarqué, et Pascal Neveu, vous me direz ce que vous en pensez dans un instant, j'ai remarqué que lorsque les gens sont mariés, la séparation est d'abord moins vite prise en compte. C'est-à-dire comme si on s'est marié, donc on a un peu tendance à essayer de maintenir le lien, de maintenir la relation. D'abord, peut-être parce que c'est un échec plus cuisant quand on prend la décision de divorcer, puisque normalement, si on s'est marié, c'est qu'on croit quand même que la relation va durer. Et puis, je crois aussi que c'est vis-à-vis des amis, vis-à-vis de la famille. Divorcer, c'est quand même une prise de conscience qu'on n'a pas réussi quelque chose que d'autres peut-être réussissent. Et puis, en même temps, la vie dure beaucoup plus longtemps qu'avant, et ça, c'est tant mieux. Mais en même temps, si on se marie à 20 ans, arriver à rester marié, c'est quand même un sacré challenge. Donc on va parler de tout ça avec vous, et vous pouvez bien sûr nous rejoindre au 0826 300 300. Pascal Neveu, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce que vous diriez justement sur la rupture? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est pas la même chose pour les hommes et pour les femmes? On voit statistiquement que ce sont principalement, dans 70% des cas, les femmes qui vont amener au divorce. Alors, quelques chiffres, parce que vous savez que j'adore les chiffres. Oui, etc. je sais, on peut compter sur vous là-dessus. Donc, le nombre de divorces en France, c'est à peu près 250 000 pour à peu près 225 000 mariages. Donc vous imaginez. Donc il y a de moins en moins de gens mariés. Oui, totalement. Et en sachant qu'à partir de 5 ans de relation, et surtout à partir de 9 ans de relation, on a 50% de divorce. Etc. Ensuite, ça, c'est très récent quand même, ces chiffres-là. Ah oui, totalement. Oui, je les ai regardés tout à l'heure. Mais je veux dire, c'était pas comme ça il y a 20 ans. Non, c'était pas possible parce qu'il y avait la honte par rapport à la famille. C'est ce que vous disiez à l'instant. Il y a la honte par rapport aux institutions. Il y a la honte également par rapport aux enfants qu'on peut avoir dans un couple. Il est plus facile de se séparer, de divorcer lorsqu'on n'a pas d'enfants que lorsqu'on en a, et on va attendre effectivement que les enfants soient matures, entre guillemets, 18 ans et terminer leurs études, etc. Mais ce qui complique totalement les choses au sein d'un couple. Parce que finalement, comment on peut vivre dans un couple qui ne s'entend plus? La première cause de divorce, c'est l'infidélité. Oui, ça je savais. Ensuite, il y a l'incompatibilité. De rupture tout court d'ailleurs. Oui, rupture. Incompatibilité d'humeur. Il y a également la famille, les belles familles également, qui s'immiscent parfois trop au sein du couple, et qui vont gangréner la relation de couple et amener à une séparation. Donc c'est multifactoriel, la séparation, le divorce, et heureusement que depuis 2017 on a maintenant la possibilité d'avoir un divorce de manière consensuelle. Oui. Est-ce que vous connaissez le pourcentage justement de gens qui divorcent en consentement mutuel et ceux qui divorcent pour faute? Alors c'est 10-13% à peu près. Mutuel, consentement mutuel. Ouais. Oui, donc on voit bien comment c'est compliqué. Ça a totalement augmenté. Ensuite, pour le reste, effectivement, les divorces qui se passent très mal, ça veut dire que c'est la majorité. Ah pardon. Les divorces qui se passent très mal, c'est 5-7% non, parce que vous me dites que c'est... Non, le consentement mutuel, c'est 10-13% de la population. Mais c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même c'est déjà pas mal. Non, mais ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup. Et ça signifie qu'on passe pas devant un juge non plus.
et que voilà, on fait les d'accord, choses mais je veux dire, de manière assez rapide. Excusez-moi, c'est pas beaucoup qu'il y ait que 17% de gens qui divorcent par C'est déjà consentement. pas mal pour moi. Non, moi je trouve que c'est pas beaucoup. Moi je vois en consultation le nombre de couples qui se déchirent oui, totalement. Oui, j'entends bien, mais moi, c'est horrible de penser qu'il n'y a même pas 30 ou 40% qui arrivent à se séparer. Je pense qu'on peut se séparer en se disant on a bien vécu, on a vécu des bons moments, et puis on se dit au revoir, on se dit ciao, quoi. Et dans l'intérêt du couple, oui, enfin ça me paraît revenir à une autre vie. Moi, je trouve que c'est très peu. Et la moyenne d'âge, elle est à peu près. Alors en plus, on est réellement champions en France du taux de divorce. Par rapport aux États-Unis, alors on est à 45% à peu près. Les États-Unis, je crois que c'est 42% ou 41%, si j'ai bonne mémoire. C'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent. Et la moyenne d'âge est à peu près de 42 ans pour les hommes et 44 ans pour les femmes. Et on divorce parfois lorsqu'on a 50 ans ou 60 ans. Pour d'autres raisons, parce qu'il y a une fin de vie aussi. Oui, il paraît qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent à la retraite et qui divorcent au moment de la retraite parce qu'ils se retrouvent l'un sur l'autre, si je puis dire, enfin pas vraiment sexuellement d'ailleurs, on est bien d'accord. Et du coup, ils se supportent plus, quoi, parce qu'en fait, ils se supportaient parce que monsieur était toujours en voyage ou au travail, ou madame. Il se balance la soupe dans la gueule, quoi. Mais c'est le chat, le fameux film avec Simone Signoret et Jean Gabin. Oui. Donc c'est quand même assez terrible, parce que ça veut dire que le couple ne va pas bien. Non, et est-ce qu'il allait bien déjà depuis le début? Comment on s'est rencontrés? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'est-ce qu'on attend ailleurs? Et également, je vous le disais il y a quelques minutes, voilà, au bout de 5 ans, le couple, on connaît les chiffres, hein, le couple s'étiole totalement, il s'effrite. Oui, mais Pascal Neveu, si on fait un peu de psychanalyse de bas étage, si on se sépare au bout de 5 ans, c'est que quelque part, on n'avait pas à se marier et on n'avait pas à réellement vivre ensemble. À la limite, on a vécu 5 ans. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a vécu pendant 5 ans? Qu'on vive 5 ans ensemble, c'est très bien, mais c'est pas la peine de se marier. Ça veut dire que quelque part, dès le départ, on savait bien que ça ne pouvait pas aller. Le mariage, c'est une institution aussi. Oui, mais parce que ce que je veux dire par là, c'est que quand on a vécu 15, 20 ans, 30 ans ensemble, et qu'on en arrive à se séparer, ça peut se comprendre, parce qu'il y a eu des évolutions différentes. Il y en a un qui a évolué différemment par rapport à l'autre, et à un moment donné, on se sépare, ou parce que si au bout de 20, 25 ans, on se désire plus, c'est pas tellement surprenant, tout ça peut se comprendre. Mais si au bout de 5 ans, alors qu'on s'est marié, on divorce, c'est que quelque part, on n'avait pas compris que c'était pas la peine de célébrer. Vous savez, vous avez le salon du mariage, vous avez également le salon du divorce, qui existe depuis quelques années. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au salon du divorce? C'est un marché, vous avez même des couples qui divorcent et qui font la fête par la suite, et donc ils festoient à travers leur divorce. Moi j'ai halluciné quand j'ai découvert ça il y a quelques années, et ça existe depuis avant la pandémie, avant la Covid. Donc c'est une histoire de rencontre, de désaccord ou d'accord, mais ensuite comment on se sépare avec intelligence dans l'intérêt de soi pour advenir, pour continuer à évoluer, et puis s'il y a des enfants, dans l'intérêt des enfants. Et je rappellerai la chanson d'Aznavour, Toi contre moi. Réécoutez cette chanson, il explosait déjà dans les années 80. En tout cas, il déclamait à travers cette chanson comment un couple peut se déchirer, et justement pas dans l'intérêt des enfants. Oui, mais ça me fait penser à la fameuse chanson de Michel Delpech, Les Divorcés, c'est une chanson qui était très avant-garde. Oui, vous l'écouterez, c'est pas grave. Vous voyez, vous n'avez pas bien préparé l'émission, Pascal Neveu. Non, mais je suis arrêté à Aznavour. Oui, vous êtes arrêté à Aznavour. Bon, pourtant, vous êtes a priori plus jeune que moi, mais bon. Non, mais c'est intéressant toujours de voir comment il y a des chansons qui sont un peu d'avant-garde, et c'est une chanson qui est très d'avant-garde, Les Divorcés, pour l'époque. Alors qu'aujourd'hui, cette chanson, les paroles, elles sont tout à fait d'actualité. Il y a rien de. Mais à l'époque, c'était déjà, pas encore dans l'air du temps, comme quoi. Mais bon, en tout cas, on verra bien ce que nous disent les auditeurs. Mais alors, moi, j'aurais jamais pensé qu'il y avait aussi peu de gens qui arrivaient à divorcer
par consentement mutuel. Ouais. Ce qui montre bien que quelque part, Mais ça augmente, je pense que ça va augmenter au fur et à mesure, d'une part parce que je suis pas sûre, les procédures sont très longues. Oui, sont ensuite, simplifiées quand même. Ouais, c'est simplifié. Mais comment on se déchire et à nouveau... Oui, mais ça veut dire qu'on n'est pas... Il y a quelque chose qui n'est pas mort, parce que si on passe de l'amour à la haine, c'est qu'il y a encore de l'amour, ou en tout cas qu'il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Je veux dire, normalement, si on accepte... même si on est adulte, on doit entendre qu'à un moment donné, l'autre ne nous aime plus, n'a plus envie de continuer, sans mais que c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure. Autant de fureur. Il y a tous les fantasmes par rapport au mariage, par rapport au couple. Les contes de fées, faut pas oublier, hein, mon prince, ma princesse, comment on s'est rencontrés. Également, on a toujours une histoire fabuleuse qu'on va raconter d'ailleurs. Non, mais qu'on ait ça à 20 ans, je veux bien l'entendre, mais pas à 40 ans, enfin. À 40 ans, vous plaisantez ? Je suis désolé, mais moi je l'entends parfaitement chez des patients qui à 40 ans, 45 ans restent dans ces fantasmes, dans ses rêves, et pourquoi pas, parce que ça peut créer une très belle histoire également, des craintes aussi, bien évidemment, mais où on se dit, mais comment on s'est rencontrés ? On a toujours besoin de se raconter sa première rencontre. Comment on s'est rencontrés ? Bien sûr, non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord que le choix amoureux n'est jamais anodin, et ça correspond toujours à quelque chose de nous qu'on n'a pas vraiment forcément voulu voir, ou qu'on ne connaît pas forcément. Il y a la blessure de la séparation. Bien sûr, mais attendez, je l'ai dit dans l'introduction, c'est les corps brisés. Une rupture, un divorce, c'est un échec. C'est clair, et c'est comme ça qu'on va... Pourquoi il y a autant de films ou de séries qui parlent d'amour, amour, gloire et beauté, les feux de l'amour, tout ce que vous voulez, etc. 10 000 émissions, ou plus que ça, également. Mais voilà, ça nous parle. Que serait une vie sans amour, Pascal Neveu ? Eh ben, elle serait totalement triste, parce que l'être humain n'est pas fait pour rester seul. Eh bien voilà. Bon, en tout cas, on vous invite à réagir sur Sud Radio 0826 300 300, que ce soit vous qui avez décidé de divorcer, que ce soit l'autre. Vous pouvez venir témoigner, que vous soyez en plein divorce, ou si vous vous posez la question de peut-être de divorcer, c'est peut-être le moment de nous appeler. On essaiera de voir un peu plus clair dans ce qui se passe entre vous. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Pascal Neveu est avec nous, psychothérapeute, et nous évoquons le divorce aujourd'hui avec Zoé. Donc Zoé, vous êtes en pleine procédure de divorce, hein, c'est bien ça, bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour Brigitte. Zoé. Alors, je fais partie en fait des femmes qui subissent le divorce. Donc ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas faute d'y avoir pensé quelquefois, parce qu'on avait des problèmes, évidemment, hein, ça sort pas de nulle part. Mais c'est monsieur qui, un beau matin, a pris la décision de manière unilatérale, mais totalement. C'est-à-dire qu'il vous a un matin annoncé, j'ai pris la décision, de toute façon, on divorce, tu n'as rien à dire, quoi. En gros, oui. Un matin, il m'a dit, je suis là, je suis fatiguée, et c'est terminé. Voilà. Et vous étiez mariée depuis combien de temps ? Alors, on était en couple depuis 19 ans. Ah oui. Et mariés depuis 16 ans. Et il m'a fait ce beau cadeau pour mes 50 ans. Ah oui. Voilà. Donc, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. La manière dont on peut envisager une séparation, tout dépend vraiment de comment on se sépare. Et voilà, l'annonce, comment elle est faite. Est-ce que c'est conjointement ? Est-ce qu'il y a eu un cheminement ? Est-ce qu'il y a eu une réflexion ? Est-ce qu'il y a eu des tentatives ? Parce qu'effectivement, un mariage, c'est pas une relation. On ne se dit pas, bon, j'ai une relation. Non, un mariage, on s'engage vraiment dans un couple. Et avec l'idée que ça dure toujours, clairement. Oui, bien sûr, c'est pas... Donc, voilà, moi, ce que j'ai envie d'en dire, c'est que oui, pour moi, c'est un échec. Ça a été d'une violence inouïe. J'en ai perdu 18 kilos en 3 mois. Mes cheveux, enfin bon, c'était un truc violent, parce que j'étais aussi avec quelqu'un qui, en fait, ne communiquait pas, qui ne parlait pas. Donc, il a mûri quelque chose. Il a pris sa décision et il me l'a posée là. Et je n'ai pas eu droit, je n'ai pas pu du tout
du tout essayer quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'explication? Parce que quand il dit « je suis fatigué, je suis là », voilà, il était lassé de quoi, en fait? Alors, bon, on a une vie qui était... On a eu un départ dans notre vie de couple qui n'était pas tout à fait ordinaire, puisque sa famille a très mal pris notre union. Ah bon, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, moi, c'était le frère de ma meilleure amie. Mais ce frère-là, je ne l'avais jamais rencontré. Je l'ai rencontré au bout de 10 ans d'amitié. Je connaissais toute sa vie sans l'avoir jamais vu. Je savais qu'il avait été marié, divorcé. Et elle adorait son frère, votre amie? Elle l'aimait et elle l'aimait pas en même temps. D'accord. C'était particulier. Oui, mais elle vous en parlait beaucoup, donc mais elle m'en parlait, elle l'adulait beaucoup. Enfin, voilà. Mais moi, et elle me parlait de lui beaucoup. Mais moi, je l'ai rencontré, j'avais 30 ans. Et effectivement, dès qu'on s'est rencontrés, ça a été instantané, immédiat, magistral. Il était libre à ce moment-là. Et puis ça s'est fait. Mais la famille a pas accepté, en fait, que je prenne cette position. Et en fait... Mais qu'est-ce qui vous reprochait, la famille? En quoi vous ne rentriez pas dans la bonne case? Mais je vous promets, je n'ai jamais eu la réponse. D'accord. Je n'ai jamais eu la réponse. Ah, ils sont taiseux dans la famille, hein. Ah ben voilà, oui. En fait, moi, mon amie, sa sœur, m'a dit ça lui était pénible de mélanger sphère familiale et amicale. Mais elle savait qu'en nous présentant l'un à l'autre, quelque chose allait se passer, donc bon. Et je pense, en fait, si vous voulez, que cette famille voulait récupérer leur fils, en fait, qui sortait d'un divorce, d'une relation ensuite annexe. Et en fait, c'est allé trop vite pour eux. Ils maîtrisaient pas le truc. Et moi, qui les fréquentais, qui allais chez eux, je n'ai plus jamais eu le droit d'entrer chez eux. Ah bon? Mais le mariage s'est passé comment? Eh bien, le mariage s'est passé dans le secret. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la famille n'était pas au courant. Voilà. Ah oui. La famille de monsieur n'était pas au courant. Et il a continué à aller voir sa famille sans vous, donc? Alors, initialement, si vous voulez, on a été punis tous les deux. Oui. Et puis, lui, il m'a dit, de toute façon, en gros, je ne peux rien y faire, ils sont comme ça, il a laissé faire. Et le temps fait que les parents, le papa notamment, est revenu vers lui, donc les liens se sont à nouveau tissés, mais sans moi. Et il ne m'a jamais donné ma place, en fait. Donc j'ai envie de dire, le verre était dans le fruit. Oui, absolument. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est très intéressant. Ça veut dire que quelque part, il appartient à sa famille et vous êtes une pièce rapportée. Et puis à un moment donné, la pièce rapportée, elle encombre et elle dégage, quoi. Et ses parents, j'imagine, ont divorcé à peu près lors de leur cinquantaine, c'est ça? Pas du tout. Ah bon? Ils sont ensemble, ils sont en couple. Ah, j'ai compris tout à l'heure dans ce que vous disiez qu'ils s'étaient séparés. Non. Ah non. Lui, en fait, lui avait déjà eu un mariage. Voilà, il s'est déjà marié. Moi, je suis sa deuxième épouse. D'accord. Mais alors, vous, Zoé, puisque c'est vous qui témoignez, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez quoi? De la colère, de la tristesse, l'impression d'avoir gâché quand même beaucoup d'années de votre vie? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, j'ai un sentiment d'injustice terrible. Donc une colère, oui. Ça a été d'abord l'injustice. Je peux même pas vous dire, au départ, j'ai même pas été en colère, tellement j'étais détruite. Oui. J'avais même pas de place pour la colère, en fait. J'avais même pas de place pour la colère. Oui, c'est un tsunami quand il vous dit ça. C'est ça. J'ai eu peu de colère, en fait. J'ai eu peu de colère. Il serait bien que vous en ayez un peu. Beaucoup dans le déni. Oui. Beaucoup dans la fuite. En fait, actuellement, ça va faire presque 1 an. Le divorce, on n'est même pas à la conciliation. C'est je fais la mort, qui fait le mort. Enfin, il n'y a rien qui bouge. Alors qu'il faudrait tourner la page, en fait, le plus rapidement possible. Moi, j'espérais son retour. Vous pourriez au moins rencontrer un médiateur familial, Zoé, pour être un petit peu plus éclairé sur ce qui fait que vous en êtes à vous séparer. C'est pas pour vous remettre ensemble, hein, un médiateur familial, c'est juste pour bien comprendre ce qui s'est joué et ce qui fait que vous en êtes là. Je pense qu'il voudra pas, en fait. Oui, pour lui, il a tourné la page, point barre. Oui, bien sûr, mais vous pouvez peut-être quand même lui demander ça pour... Vous avez eu des enfants? Oui, on a une enfant.
En fait, ça a été le révélateur, je dis bien le révélateur, pas l'origine, mais de nos dysfonctionnements. Parce qu'on a une enfant particulière et donc qui nécessitait de sortir de nous les émotions et de savoir communiquer. Chose qu'il n'a jamais su faire et qu'il ne sait toujours pas faire. Donc en fait, il y a eu beaucoup de heurts à ce niveau-là. Moi, j'ai porté l'enfant beaucoup et il m'a reproché des fois de péter les plombs. Mais oui, j'ai pété les plombs, clairement. Et ça, il m'a dit, ça a sali l'image que j'avais de toi. Voilà, c'est ça qu'il m'a dit ce matin-là. Donc, oui. je ne suis pas une image. Mais en même temps, Zoé, si je comprends bien, vous avez une enfant qui n'est pas tout à fait comme il faut. Hein, excusez-moi, j'essaye de trouver un terme. Et ça peut aussi être quelque chose qui a commencé à nuire dans le couple. Hein, on le sait, malheureusement, c'est parfois ces choses-là aussi qui peuvent faire que le couple se délite petit à petit. En tout cas, il n'est pas dans l'introspection. Mais pas du tout, pas du tout. Ouais. Mais en fait, moi, quand j'ai pris le rôle de mère... C'est pas pour le condamner. Non, mais moi non plus. En fait, c'est quelqu'un que j'estime par ailleurs pour certaines choses. Et en fait, je pense que je l'aimerais jusqu'au bout de ma vie. Hein. Non, Zoé, je pense que vous avez besoin d'aller travailler avec quelqu'un pour pouvoir faire sortir vos émotions et être un peu plus clair dans ce que vous avez vécu, ce pourquoi vous avez vécu avec lui, ce pourquoi, quelque part, vous n'avez pas vu en amont. Vous savez, je crois que vous avez vraiment besoin de vous faire aider. Une séparation, un divorce, c'est une conjugaison de l'amour et de la haine. Alors certes, vous l'avez aimé, ça c'est très bien. Ensuite, il faut que vous exprimiez, comme dans tout cas de deuil également, des affects qui sont plus négatifs, etc. Ensuite, il ne faut pas vous en vouloir. Bien évidemment, vous crachez tout cela, pardon pour le terme, qui est un peu excessif, mais pour tourner la page et refaire votre vie également. Et pensez à votre fille. Je pense, Zoé. Bon courage. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage qui est émouvant et qui commence bien une émission qui est forcément pas facile, parce qu'on va pas parler de choses très agréables durant ces 2 heures. Mais dans un instant, si, parce qu'on va recevoir notre Sexy News, Philippe Breneau. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Pascal Neveu, je ne vous présente pas notre psychiatre, anthropologue, sexologue, écrivain, éditeur. Qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie toujours. Jeune marié, Philippe Breneau qui est avec nous. Bonjour Brigitte. Et oui, les stéréotypes ont la peau dure, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous parler des stéréotypes. Oui. Parce que c'est un mot que l'on utilise beaucoup et que l'on voit, il est tout au devant de la scène, notamment dans la sexualité. Est-ce qu'on sait exactement ce que ça veut dire? Les stéréotypes, c'est souvent véhiculé par des préjugés, parfois des phobies. Des croyances aussi. Alors, on va en faire une croyance, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est une croyance pour souvent stigmatiser les gens. Parce que pourquoi il n'y aurait pas du fondement? Il peut y avoir du fondement aussi. C'est une généralisation des comportements, c'est-à-dire une opinion à propos des membres d'un autre groupe que le sien. Mm-hmm. En matière de sexe, il y a beaucoup de stéréotypes. Attribution de rôle ou de caractéristiques à un sexe, à un genre, souvent prétexte à discrimination. Les femmes sont ceci, les hommes, les homosexuels, les trans. Je peux en citer quelques-uns je peux me faire plaisir, parce que là, on ne pourra rien me dire, c'était juste pour donner des exemples de stéréotypes. Hein. Alors, les blacks ont un zizi plus grand. Mais c'est vrai, par contre. C'est pas un stéréotype. Et même là, je ferai une chronique dessus, tiens. Voilà, parce que c'est une réalité objectivable. Je peux en trouver d'autres. Et il y a des raisons. On les appelle anaconda, d'ailleurs. Enfin, ces stéréotypes sont des traits attendus ou des préjugés attribués à une catégorie. Et je disais cela pourquoi? Parce que vient de paraître un travail vraiment passionnant, étonnant, de la sociologue Isabelle Claire, qui est sociologue au CNRS. J'ai reçu le livre, il est très bien. Ça s'appelle Les choses sérieuses, c'est publié au Seuil, Les choses sérieuses, parce que les ados essaient de réfléchir à ce qu'ils appellent les choses sérieuses, et qui bat en brèche beaucoup d'idées reçues sur l'évolution des comportements et le dépassement des stéréotypes. Alors elle est sociologue au CNRS, elle écoute depuis plus de 20 ans
les ados sur le thème de l'amour, de la sexualité. Mais elle écoute l'émission de Brigitte Lahaie aussi. Et elle écoute l'émission de Brigitte, bien non, sûr. Non, je suis pas sûre, ça. Non, alors là, Par contre, elle a travaillé. Alors écoutez-moi, là, pour cette étude, vous allez voir en quoi elle est très étonnante et elle mérite réflexion. Elle a travaillé sur 3 populations. Des ados, des cités de Seine-Saint-Denis, des villages de la Sarthe, c'est plutôt un milieu rural, et des quartiers aisés parisiens. Première constatation très générale, à 14 ans, les jeunes ados se définissent comme célibataires. C'est très curieux, parce que en fait, ils deviennent célibataires, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils ils passent d'enfants à célibataires. Avec, et c'est une conclusion très intéressante de son étude, c'est un profond changement de statut, le célibat étant vécu comme un manque, comme un déficit à combler que la notion de couple va résoudre. Et cette notion de couple, elle est dans les 3 populations. C'est la notion de couple hétérosexuel, c'est-à-dire quelque chose qui serait une sorte de stéréotype à atteindre. Alors, côté garçon, l'impératif manifeste, c'est être des hommes, afficher leur virilité, avec de profondes certitudes que les filles doivent faire preuve de réserve, ne pas montrer ses formes, ne pas transgresser les classes d'âge, ne pas être une dame alors qu'on est une ado, ne pas traîner, ne pas être une traînée, c'est-à-dire être le plus invisible possible. Et le problème, c'est que les filles, à ce moment-là, reprennent d'ailleurs à leur compte ces représentations pour essayer de s'y conformer. Côté filles, la grande crainte d'être menacée, d'avoir une mauvaise réputation. Si elles contreviennent à ces règles, la mauvaise réputation des filles, nous dit Isabelle Claire, est toujours liée à la sexualité. Les filles étiquetées ainsi adoptent une position de repli et les commentaires, elle l'a bien cherché. C'est-à-dire que d'un côté, on se rend compte que les stéréotypes sont très forts et très anciens, on va dire, avec très peu de notions de tout ce qui nous est amené par les mouvements que nous défendons, les mouvements LGBT que nous défendons, mais par contre avec des traits extrêmement forts. Obligation sociale de la conjugalité hétérosexuelle des ados et une très forte homophobie, avec même des jugements extrêmement forts. C'est le plus surprenant, c'est la stabilité. On aurait pu penser que c'était par exemple, dans les cités. C'était il y a 40 ans. Et même que c'était dans les cités et que ça ne serait pas dans tel milieu. Dans les 3 populations, elle observe les mêmes choses. Alors pourquoi ? Moi, il me semble d'abord qu'il doit y avoir une homogénéisation par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'il faut être si on est un garçon, si on est une fille. Et ces stéréotypes, s'ils ont la vie dure, et c'est là que je voudrais essayer de conclure, on peut peut-être se poser la question, est-ce que ce sont des stéréotypes ? C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Est-ce que ce ne sont pas des archétypes ? C'est-à-dire que les archétypes, c'est pas la même chose, évidemment, étant ancrés beaucoup plus profondément, car en partie prédéterminés. Ça, c'est insupportable, notamment pour la sociologie du genre, c'est-à-dire qu'il y ait des choses prédéterminées. Mais on se rend compte... mais enfin, il serait peut-être temps qu'on puisse avoir un débat entre gens intelligents qui justement lisent ce genre de livres. Moi, j'ai lu récemment 2 livres de sociologues qui disent exactement la même chose, qu'il y a à peine 10% de jeunes qui s'intéressent au walking. Oui. Et c'est peut-être ce qui est en train de se faire actuellement. Donc il serait quand même intéressant que les médias soient un peu plus au courant de tout ça, parce que sinon on est en train de donner des... Qu'il n'y ait pas un focus sur ces stéréotypes, justement. Et peut-être pas terrorisé, parce que les médias, et beaucoup de journalistes d'ailleurs, véhiculent un discours qu'il faut pour arrêter la discrimination de l'homosexualité, de la transphobie, ok. Mais ça ne veut pas dire que ça doit devenir une sorte de discours terroriste. Non, la majorité des couples, plus de 90%, sont hétérosexuels. Et ce n'est pas que un stéréotype de répétition. Mais non. C'est intéressant ce que vous racontez. Hier, je donnais un cours devant 50 étudiants qui bossent en ressources humaines, en com, publicité, etc. Et c'est ce que je leur apprenais, ce qu'on m'avait demandé au niveau de cette école de communication, mais c'est justement de casser un tout petit peu ces stéréotypes, j'ai du mal à le dire aujourd'hui, et puis voilà toutes les images qu'on a envers l'autre. C'est comment on accepte l'autre, on s'accepte soi-même, et et surtout dans ces domaines-là de ressources humaines, etc. Vous imaginez dans le monde du travail, dans le monde social, dans le monde
également, eh bien, on est confronté à pas mal de choses, mais s'ouvrir à l'autre et découvrir l'autre, et pas rester dans des préjugés. Voilà, le black, il a une bite de 20 cm. Oui, tout à fait, mais Bah on si, se rend c'est compte. Il vient de le dire, Oui. Philippe. On l'a dit, je vous ferai une chronique. 25. On se rend compte quand même, c'est des batailles de stéréotypes, Ouais, c'est parce ça. que en face, il y a quand même, pour des populations que nous soutenons, parce qu'il faut arrêter la discrimination de ceux qu'on appelait autrefois minorités sexuelles. Ouais. Qui en sont pas, mais qui ne sont pas, c'est pas 50% Non, mais de la le population. problème, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Philippe Bruno. Moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est qu'on ne veut plus parler de la norme. Mais la norme, ça ne veut pas dire que si on n'est pas dans la norme, on est anormal. La norme, c'est juste parce que la majorité des gens vont plutôt être hétérosexuels. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on n'est pas mais moi, c'est on une est chose, anormal. Et c'est ça. Encore une fois, on perd le sens des mots et finalement, on en arrive à des choses qui sont, qui ne facilitent C'est peut-être pas. un débat qu'on peut commencer à avoir, mais pendant au moins 5 ans, là, il y a eu une sorte de terrorisme d'un discours qui est totalitaire dans l'autre sens et qui amène une sorte de discrimination de ce qui est l'observation. Et il faut surtout arrêter toute discrimination, mais il y a une observation, c'est-à-dire Oui, qu'il y a plus de 90% de je couples suis hétéros. pas aussi positif que vous, Philippe Bruno, parce que quand on voit comment c'est totalitaire aussi, par exemple en politique, Oui, bien sûr. ou même par rapport à l'écologie, etc., je vois pas pourquoi ça serait pas aussi totalitaire par rapport à la sexualité. Vous voyez, je suis pas aussi positif que vous, mais en tout cas, je lutte, je résiste. Oui. Moi, je suis un peu pessimiste également. Mais c'est une grande question, effectivement. Moi, j'ai un cours que je donne, et puis d'autres ont écrit sur le sujet. C'est quoi la différence entre le normal et le pathologique ? Et je pense que là, il y a Et réellement non, une césure. et oui, On est d'accord. parce Et qu'il on est tous important de normaux. comprendre. Mais bien entendu, l'homosexualité est normale, c'est une variation normale de l'orientation Variation, sexuelle humaine. déjà, c'est un peu... Bah si. Bah si. C'est-à-dire qu'il y a C'est pas- des orientations différentes, qu'elles soient bi, qu'elles soient hétéro, qu'elles soient homo, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait parité, mais c'est pas du tout pour l'empêcher. C'est que par l'observation, on est plutôt dans une très grande majorité d'hétérosexualité qui est peut-être pas uniquement sur une sorte de répétition du modèle, parce qu'il y a d'autres éléments en cours. C'est peut-être pour ça que ce sont des archétypes, c'est-à-dire il y a aussi des facteurs prédéterminés. Bon, Oui. c'était un cours du Collège de France, là, ce soir. Non, mais je crois que encore une fois, c'est important, mais ce qui ne veut pas dire qu'un homosexuel ne va pas bien. Enfin, je veux dire, Bien sûr que non, bien évidemment. qu'on peut dire ça sans que ce soit. Tout à fait. Et je crois que nous, Philippe et moi, on risque quand même pas d'être traités d'homophobes, ou alors. Ah non, pas où du est-ce tout. où est-ce qu'on va? Bien. Mais voyez, Brigitte, c'est quand même très rare. Là, je prends l'occasion de ce travail qui m'a tout à fait surpris parce que je ne pensais pas que ce serait aussi marqué cette espèce de d'homogénéité des populations ça me permet un dialogue sur une question que tout le monde s'interdit parce qu'on a très peur d'un jugement. Par exemple, vous êtes homophobe, vous êtes transphobe. Bien sûr que non. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne peut pas parler d'hétérosexualité sans être taxé d'une sorte de normalisation. Vous êtes en train d'essayer de nous normer. Bien sûr que non. C'est-à-dire que ces ados ne sont pas non-binaires. Alors ça apparaît absolument pas. Et c'est compliqué parce qu'on voudrait nous imposer le fait que tout le monde devrait être non-binaire. Je crois qu'il faut être ce qu'on vient de dire à l'instant, très à l'écoute les uns des autres, très acceptant. Il n'y a aucune pathologie là-dedans. Il faut de permettre à ce que chacun puisse vivre son identité, son orientation, sans être discriminé. Et puis c'est tout. Vous avez vu le débat, alors c'est peut-être un peu hors sujet, etc., face à ce chanteur, j'ai oublié son nom, etc., Oui. qui va se produire dans un lieu qui a été désacralisé, Ah oui, etc. tout à fait. J'ai oublié son nom. Bref, et donc Bilal, quelque chose comme ça, je crois. Oui, exactement. Bref, et donc il y a une manifestation contre lui, mais moi j'ai l'impression, quand j'ai suivi cette affaire-là, que c'était une histoire d'homophobie. Hein. C'est uniquement de l'homophobie, c'est-à-dire qu'en définitive,
c'est quelque chose de très discriminant, alors que c'est un artiste que moi j'apprécie beaucoup, qui vit son homosexualité, mais dans la mesure où il l'a affirmé, eh bien effectivement il va y avoir des réactions qui sont des réactions d'extrême droite et de milieux très cathos, qui veulent l'interdire alors que c'est une église qui a été désacralisée il y a des siècles. Hein. Mais on est devant toutes ces intransigeances, alors que on devrait d'abord parler de faits d'observation et pouvoir dialoguer, discuter comme on est en train de le faire. Eh bien, c'est ce qu'on continuera à faire. Nous serons le dernier petit village gaulois, Philippe Bruneau, Pascal Neveu. Il faut défendre de toute façon toute personne dans son identité, tout ce qu'il est, etc. Sinon, on suicide tous. Hein. Sinon, ça devient réellement une déshumanisation de la société. C'est juste un mot qui s'appelle tolérance, me semble-t-il. Tout à fait. Voilà, ce micro est tolérant. Cette émission est tolérante, c'est évident. Parlons vrai. Merci Philippe Bruneau, et je rappelle qu'on peut vous retrouver évidemment dans beaucoup d'ouvrages, et notamment dans votre roman Taxithérapie aux éditions Serge Safran. Nous sommes avec Alice. Bonjour Alice. Bonjour Brigitte, bonjour à vos invités. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors justement, 3 questions Alice. Est-ce que vous seriez 100% hétérosexuel? On revient sur le sujet. Oh la question. Alors, je dirais non. Intéressant. Intéressant, voilà. Même si je ne me définis pas comme bisexuelle, hein, je pense pas m'être déjà retournée sur une femme dans la rue, bien que je sois la première à dire à mon mari regarde comme elle est belle celle-ci. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à partager parfois quelques petites caresses avec des femmes, parce que je les trouve d'une extrême douceur, et que des fois ça peut être très rigolo de partager des choses comme ça. Très bien, merci de cette jolie réponse. Voilà, et donc j'ai bien compris que néanmoins vous vivez avec un homme. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis dans le stéréotype du 90%. Du 90%, mais qui tolère absolument les 10 autres pourcents, et qui en plus n'y suis pas complètement inintéressée. Ouais. Et vous êtes 90% hétéro, on pourrait dire absolument. Ça. Absolument, oui, tout à fait. Un peu comme moi, voilà. Bon, allez, deuxième question. Est-ce que vous pourriez me dire si votre première fois s'est bien passée ou pas? Oh oui, c'était... ça c'est rare. On se rappelle toujours des premières fois, on avait fait une émission sur le sujet d'ailleurs. D'accord, oui, moi c'était la première fois dont on peut rêver. C'était avec un homme qui avait déjà quelques expériences, donc qui savait un petit peu faire, et puis j'étais folle amoureuse, et puis tout y était, tout le contexte, la manière, la forme, tout, c'était un vrai bonheur, tout. Je prends tout et je recommence, je re-signe demain. Ça a bien commencé alors, hein. Oui, très bien. Bon, c'est parfait. Et alors, quelle note vous donneriez à votre libido sur 10? Ça dépend de quel jour on se situe dans le cycle. Donc très influencé par le cycle. Ah oui, fortement, très fortement, c'est incroyable. Enfin, j'essaye de lutter contre, mais je n'y arrive pas. Non, vous avez repéré ça, vivez-le parfaitement tranquillement, c'est pas grave. Oui, disons que comme je suis dans la période faste, c'est génial, hein, je me sens pousser des ailes, je fais des compliments à mon boucher, enfin bon, c'est terrible. Ah bon? Vous avez un fantasme sur les bouchers? Non, pas du tout. C'est juste que, voilà, pour l'anecdote, je suis Vous aimez les tabliers avec du sang, c'est ça? Pas du tout. En plus, je mange très peu de viande. Mais bon, là, voilà, je suis passée à la boucherie pour commander le gigot pour le week-end. Du boudin. Et ça m'a pris comme ça. J'ai fait un énorme compliment à mon boucher, très, très gentiment. Hein. Il était presque tout gêné, mais je me suis dit, tant pis, si on veut faire bouger les lignes, il faut commencer par ça. Vous l'avez dragué, en fait, ça. Pas directement, mais je lui ai fait comprendre qu'il était fort charmant. Oh là là. Vous êtes une coquine, vous? Non, pas du tout. Mais voilà, tout de suite, une catégorie. Pourquoi une étiquette? Pourquoi une étiquette alors que, justement, pourquoi ne pas se permettre de dire aux autres qu'on les trouve attirants sans Mais surtout à son commerçant, parce que la prochaine fois, il vous donnera le meilleur morceau de viande. Hein. Vous avez bien fait, Alice. Vous aurez de l'andouillette. Hein. Il faut bien faire bouger les lignes, et si on se l'applique pas à nous-mêmes, vous avez bien raison. Avancer, quoi. Eh bien, je vous laisse poser une question à Pascal Neveu. Oh là. Allez-y. Non, du coup,
Bon, j'en ai eu plein des questions, mais je ne sais pas par rapport à votre sujet du jour. Moi, je me pose la question de est-ce que le meilleur moyen de ne jamais divorcer, ça serait de ne jamais se marier. Et pour la petite, pour moi, c'est un vrai modèle de vie. Ça fait 20 ans que je suis avec la même personne, mais pour nous, se marier n'a jamais été le cœur de la question. Et je me sens bien avec ça, en fait. Puis je me sens à la fois prise et libre, et je trouve que c'est un équilibre qui me va bien. Donc voilà, je pose la question. Eh bien, il va vous répondre dans un instant. Pascal Neveu va vous répondre dans un instant. Alice, restez avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alice est toujours avec nous et je vous laisse répondre à cette jolie question d'Alice. Est-ce que finalement, faire durer son couple, c'est aussi ne pas se marier ? C'est une très belle question. Il est évident. Alors moi, j'ai toujours dit que d'une part, l'amour, c'était une pathologie. Ensuite, le divorce, il est hyper conventionnel. On le sait tous. Ça coûte un fric fou, en plus. Même si on fait la fête, mais on l'oublie, on n'en profite pas, d'ailleurs, lorsqu'on est marié, généralement. Ensuite, est-ce qu'il faut ne pas aimer ? Non, on ne peut pas ne pas aimer quelqu'un. Ensuite, est-ce qu'il faut se marier ? Il y a des protections. Hein. Lorsqu'on se marie, ça facilite les choses pour le conjoint, pour les enfants. Également, je botte un tout petit peu en touche sur cette question qui me déstabilise un tout petit peu. Je peux répondre à votre place, hein, Pascal. Je crois qu'il y a deux choses importantes à dire, Alice. Il y a d'abord, en effet, le mariage peut parfois servir pour protéger, notamment, je pense à un ami qui était atteint d'un cancer, qui avait de fortes chances d'y passer et qui a eu l'intelligence de se marier quelques mois avant, ce qui a protégé sa compagne. Hein. Donc ça, c'est une chose qui est quand même importante parce que même si le Pacs protège, c'est pas pareil. Bon, donc il y a cette raison-là qui peut être une raison tout à fait valable. Sinon, l'inconvénient du mariage, c'est que ça change de toute façon inconsciemment la relation. Et en effet, le fait de ne pas être marié fait que quelque part, on a toujours l'impression que l'autre ne nous appartient pas et qu'il faut continuer à le séduire. Et je pense que c'est ça, chez vous, qui a provoqué l'envie de ne pas se marier. C'est exactement ça, oui. C'est ne pas considérer les choses comme acquises. Ce n'est pas devenu votre mari, et vous n'êtes pas devenu sa femme. Pour moi, l'union suprême, c'est de faire des enfants ensemble et ça nous lie à vie, à jamais, etc. Je suis d'accord avec vous sur le côté protection qui peut-être un jour nous fera faire ce choix-là, mais on n'en fera pas forcément un but et puis une espèce de... Se marier, ça signifie pas posséder l'autre. Ça, à mon avis, c'est hyper important et c'est ce que Brigitte disait quelque part à l'instant. Et voilà, on continue. Mais je pense qu'il y a 90%, puis si on reste dans les pourcentages, il y a 90% des gens qui se marient et qui pensent qu'une fois que c'est fait, l'autre nous appartient, on a tout, tout est calé. Inconsciemment, il y a peut-être ça, mais je pense qu'on est aussi là, pour revenir sur la chronique de Philippe Bruneau, je pense qu'on est aussi dans les stéréotypes. On s'aime tellement que la meilleure preuve de l'amour, combien de femmes, quand l'homme leur demande de les épouser, elles ont l'impression qu'elles sont vraiment choisies, aimées, la préférée. Il y a tout ça dans les archétypes et dans les stéréotypes. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a encore envie de se marier. Et puis pour les hommes, c'est une manière... Vous voyez également l'émission à succès sur une chaîne télé, etc. Bon, que je ne citerai pas. Voilà, il y a le terme marié, hein, ok, vous avez compris. Marié après un premier regard, quelque chose comme ça, etc. Et vous voyez comment les gens, je ne sais pas ce que deviennent les couples par la suite. Ensuite, on sait parfaitement qu'on peut divorcer au bout de 2 mois, on peut faire annuler le mariage au bout de 2 mois. Bon, mais enfin sous 2 mois en tout cas. Mais vous voyez combien il y a ce fantasme du mariage. Et de cette rencontre, alors hypothétique, qui est c'est très américain comme système, avec des études, des algorithmes, tout ce que vous voulez, etc. C'est très bien conçu, mais ça fait un tabac au niveau de la télévision. Je ne sais plus combien il y a de millions de téléspectateurs qui regardent cette émission toutes les semaines. Oui. Mais enfin bon, quand on se marie, au moins, il faut pas oublier de se fiancer, parce que comme ça fait 2 bagues. Hein. Là, on reconnaît la femme qui est hyper matérialiste. Ah oui. Et qui veut des bijoux. Ok, on a compris. On a compris. Oui, on va faire l'émission sur les stéréotypes. Et surtout qu'on peut les garder quand on a divorcé. Hein.
Ah, ça dépend. Mais on peut aussi avoir des bijoux sans être marié, Brigitte. Ah bon, Ah oui. vous croyez? Eh oui, il paraît. Vous en achetez, c'est vrai? Bon, eh ben, écoutez, merci Alice, en tout cas, de cette vraie Et de votre question intéressante qui peut-être que oui, il faudrait faire une thérapie avant de se marier pour savoir si réellement on se marie pour des bonnes raisons. Ça serait peut-être une bonne idée, ça, parce qu'elle ne... Mais tout est bon. Moi, je prends absolument tout. Moi, ça me fait rapporter de l'argent, donc il n'y a pas de souci. Non, Ah je bah, vous voyez plaisante. que vous êtes aussi matérialiste. Hein. Je le savais bien. Ah là là. Vous avez vu, Alice, Quel hein, esprit, pour faire le pendant. incroyable. hein. Moi, je fais avant mariage et je fais divorce. Et donc... Je prends mes sous à toutes les étapes. Bravo. Mais non, pas du tout. Mais non. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas Alice de cet Merci à échange. Et puis on a compris que votre libido aujourd'hui va bien. Hein, donc Oui, je- aujourd'hui ça va, on est dans la bonne phase. Et vous allez ben, bientôt vous marier. Quand On la sera lune invité à votre change, mariage. on repart. Peut-être dans quelques mois, on ne sait jamais. Peut-être le passage à la quarantaine me fera changer d'avis. Et puis, voilà. Écoutez, vous verrez bien. Ouais, c'est vrai qu'on est en pleine lune hein, en ce moment, donc ça va bien aussi. Hein. Quand la lune est pleine, la libido va bien. Non, alors, dites pas ça à un freudien. C'est un peu limite sur un plan Eh ben, sexuel. pour- Quand la ouais. lune est pleine. Bon, bref. Et donc, Mais la lune est pleine. Vous avez regardé le ciel ces 2 derniers jours il faisait très beau. Non, Mais j'ai pas regardé. La Non. nuit. Vous n'avez pas vu, la lune est pleine. J'ai pas fait attention. Eh ben, c'est la pleine lune. D'accord. Voilà. Oui, j'ai compris. Non, mais je précise parce que parfois, les freudiens, ils comprennent pas tout. Merci Alice, merci beaucoup. Allez, tiens, puisque vous faites le malin, je vais vous donner une devinette et on va voir si en tant que freudien, vous avez la réponse. Qu'est-ce que vous alliez dire? que- Vous alliez commettre un lapsus. J'en suis pas un prêt. Hein. Quelle est la meilleure preuve que l'homme descend du singe Pascal Neveu, est-ce que vous avez une idée? En tout cas, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Quant à vous, si vous avez envie de réagir sur ce sujet, si vous êtes en divorce, en instance de divorce, si vous avez divorcé, si vous vous posez la question du divorce, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Pascal Neveu et nous évoquons aujourd'hui la question du divorce qui, comme vous le disiez tout à l'heure à 14h, Pascal Neveu, le divorce, malheureusement de plus en plus de gens se divorcent à tel point, d'après vos chiffres, qu'il y a plus de gens qui divorcent que de gens mariage. qui se marient. Hein, voilà, bon, bah écoutez, on va voir en tout cas. C'est Samir qui va prendre la parole dans un instant, mais d'abord je veux la réponse à ma devinette. Quelle est la meilleure preuve que l'homme descend du singe ? Vous savez que je suis nul avec vos devinettes. Je sais bien. C'est une histoire de queue, un truc comme ça? Non, pas du tout, Ah pas bon du tout. C'est quoi? Parce que quand il est perdu, il se raccroche aux branches. L'homme, quand il est perdu, il se raccroche aux branches. Ouais, d'accord. C'est ok. comme le singe. Et ça, c'est pas un stéréotype? Donc, C'est tout à fait un stéréotype. on reste dans la continuité de la chronique de Philippe. Non, c'est une façon de jouer avec les mots. Voilà. Bonjour Samir. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Sabine. Merci d'être avec Ok. nous. Alors, Oui. justement, vous avez vécu 3 divorces, vous Samir, bravo. Oui, franchement, bravo. Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais Ça va oui, vous j'ai- coûter une moi, blinde en j'ai plus. vécu- Hein. Et oui, j'ai vécu 3 divorces, mais bon, je pense que aussi c'est dû à mon éducation et à mon enfance, quoi. Je me suis beaucoup précipité. Le premier, bon, pour faire court, hein, je vais pas trop m'étaler dessus, mais pour faire court, en fait, le premier c'était plus un mariage, comme je venais de rentrer dans la religion. Ouais. Donc, je me suis marié très jeune. Erreur, l'une des plus grosses erreurs de ma vie, parce À quel que âge je me suis marié à 20 ans. Ah oui. Ouais, je suis resté 1 an et demi. Finalement, j'ai pas consommé le mariage parce que la personne n'était pas prête à passer le cap, était trop jeune aussi. Bref, c'est assez compliqué. Alors que moi, j'avais attendu 1 an et demi avant de passer. Notamment, je m'étais privé pour cette personne-là. Et comme elle représentait du moins l'image de la famille orientale typique qui avait grandi avec le papa, la maman. Moi, j'ai pas vécu ça. Mon père m'a abandonné étant enfant. Oui, mais Donc, c'est un mariage qui se comprend et quelque part peut-être que ça vous a fait du bien aussi parce que ça vous a permis très jeune de comprendre que l'idéal ça n'existe pas. Ah, c'est sûr. En fait, j'ai pris énormément de maturité en commettant justement Cette ces erreur, erreurs. oui. J'ai voulu reproduire, avoir une famille, vous savez, le type de famille, quoi. Voilà, la femme à la maison, le mari qui va travailler, rejoindre les enfants le soir. Enfin, voilà. Mais ça se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie. Pour moi, réellement, concrètement, avant de se marier, je pense qu'il faut vivre.
Il faut lifer, il faut kiffer sa vie, il faut Et alors, avoir donc ça énormément c'est de le pouvoir. premier, le deuxième c'était un peu mieux. Ça c'est le premier mariage. Voilà, j'ai quitté cette femme. Pourquoi? Parce que bref, ça n'allait pas. Énormément d'histoires aussi avec sa famille, qui logeait tous les week-ends chez moi, donc j'avais pas du tout d'intimité. Donc j'ai divorcé la première fois aussi à cause de ça, et que j'ai pas consommé le mariage. Bref, elle avait peur de passer à l'acte. La deuxième fois, je me suis marié, mais je suis tombé plus sur une, je sais pas si c'était passionnel ou si c'était de l'amour ou si c'était, en fait, j'ai été plus attiré par son physique. D'accord. Voilà, je pense que je suis tombé amoureux de son physique. Mais là, vous avez pu consommer, j'espère au moins. Ah oui. Bon, Ça, déjà, pour le coup, ça va. j'ai eu 2 enfants. Pour le coup, j'ai fait 2 enfants avec elle, mais j'espère que vous avez fait l'amour plus que 2 fois quand même. Oui, mais vers la fin, c'était pas ça. Je pense que je ne savais pas que malgré que la personne, du moins étant jeune, pourtant du moins sans être prétentieux, je suis très chaud lapin. Donc même malgré ça, avec toutes les disputes que j'ai eues avec cette personne-là, à la fin ne m'attirait plus du tout. Or qu'elle était toujours aussi belle qu'auparavant, mais elle ne m'attirait plus du tout. Je suis rentré dans les problèmes. Parce que peut-être vous aviez eu les enfants, hein. Vous savez, on sait aussi qu'il y a des choses comme... C'est sûr, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il y a eu les enfants, mais je pense qu'une femme, pour moi, pour ma part, sans être macho ou quoi qu'elle, je pense qu'une femme doit rester quand même un minimum féminine si la femme... si elle veut que son homme... Vous voulez dire qu'elle était devenue mère 100%? Exactement. Elle était devenue encore, je dis mère 100%. Ça sera encore lui jeter des fleurs parce que je veux pas la descendre trop non plus. Mais non, mais c'est fait. Là, ça vient. Vous l'avez flingué. C'est bon. C'est pas la peine d'en rajouter. C'est bon. Voilà. Mais on est entre nous. Vous inquiétez pas, ça sera pas répété. Alors voilà. Pour moi, c'était encore une enfant. J'ai épousé, pourtant on avait 26 ans, pour moi c'était encore une enfant. Le côté mère, elle a eu 2 enfants, mais c'est moi qui faisais tout à la maison. Étant du moins le cadet de ma famille, c'est pour ça que je vous parlais de l'éducation, j'ai eu l'habitude de tout faire à la maison, mais vraiment tout ça. C'est-à-dire ménage, popote, lessive. Oui, mais vous savez, Samir, il y a aussi un choix inconscient là peut-être. Quand on a tout fait et qu'on a été parent, enfant, on va choisir parfois une mère qui va pas nous laisser, enfin qui va nous obliger à être encore une fois parents et s'occuper de. C'est pas improbable. Enfin bon, je dis pas que c'est ça, mais c'est possible. Ça peut être un perpétuel recommencement. On est d'accord. On répète sans arrêt. Et ensuite, la troisième, alors ? Et la troisième, je l'ai quittée justement parce que j'avais mes 2 enfants. Elle n'acceptait pas le fait que j'ai 2 enfants. C'était en fait compartimenter ma vie. Il fallait que je compartimente ma vie. D'accord. Bon, peut-être que la 4e, vous l'épousez pas, ça sera plus simple. Non, c'est clair et net. Je suis, je veux pas. Vous êtes vacciné ? Je veux pas dégoûter les auditeurs, mais pour moi, le mariage, c'est un milieu. Et pourtant, j'ai à peine, je vais avoir 40 ans au mois de juillet, là. Ouais. Et franchement, faut même plus me parler de mariage. Ah ouais. Et j'en reviens, et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous avez dit tout à l'heure que le fait de ne pas se marier, ça garde toujours une part de mystère. Je suis tout à fait d'accord. Le simple fait de se marier ou d'avoir des enfants, ça change énormément. Je dirais même que ça, soit ça rapproche les 2 personnes, soit ça les éloigne. Mais vous savez, pour le coup. Oui, non, l'expression Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, vous ne savez absolument pas si vous n'allez pas vous remarier. Et puis au troisième tour de piste, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau tour gratuit. Ça fait combien de temps que vous avez divorcé de la dernière ? Ça fait, du moins, j'ai divorcé de la dernière, ça va faire au moins plus de 2 ans. Mais j'ai pas cette envie, j'ai pas ce manque d'avoir. Si vous tombez très 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 amoureux, je suis pas sûr que vous y remettriez pas le couvert. Mais bon, vous verrez bien. Oui. Avec un nouvel enfant. Non, mais en même temps, Samir. J'ai 2 enfants avec la première. J'ai 2 enfants avec la toute première, je la compte pas. J'ai 2 enfants avec la deuxième. Non, vous n'aviez pas baisé avec. J'ai un enfant. Voilà, exactement. Samir, vous n'allez pas me l'apprendre quand même. Et sincèrement, je ne sais pas comment vous avez fait pendant 1 an et demi.
bon, à la fin... Je suis désolé, ça me regarde pas. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais vers la fin, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. Ouais. Ça, c'est clair et net. Parce que je ne vais pas... Vous avez eu des ampoules aux mains. Ouais, oh non, pas du tout. Pas du tout. J'ai fait ce que j'avais à faire. Trompé mais il n'y avait pas le choix. Ah bah oui, il n'y avait pas le choix. Il n'y a pas eu le choix. mieux. C'est pas comme si en plus j'avais des problèmes pour draguer les filles dehors ou. Non mais Samir, je plaisante avec vous parce qu'en fait, je vous sens pas du tout traumatisé par vos 3 divorces. C'est pour ça que je m'amuse avec vous parce pas que. traumatisé parce que je vois ça plus comme une éducation en fait. J'ai pour moi Un enseignement, pas une éducation, mais un enseignement. Parce que vous avez, à mon avis, une éducation mais très stricte. Et là, la vie vous enseigne les choses. J'étais plutôt, je dirais que, en fait, quand je suis vraiment rentré dans le cap mariage, divorce, tout ça, oui, on va dire que c'est ça. J'ai vraiment appris. C'est là que je suis vraiment devenu un homme. Et dans l'adversité, dans la tristesse, parce que faut dire ce qu'il y a. J'ai jamais été au plus bas qu'avec mes divorces, hein, parce que divorcer c'est pas facile, hein, surtout quand il y a des enfants. Il n'y a pas d'enfants, c'est facile. Ouais. Mais quand il y a des enfants, c'est ce qui est de plus terrible. C'est moins simple. C'est moins simple, on est d'accord. Pour un homme, c'est compliqué aussi parce que on va dire que. Mais en fait, Samir, il y a 2 choses qui entrent en jeu dans le divorce. C'est en effet les enfants qui va s'en occuper, les gardes, etc., etc. Et puis il y a quand il y a des biens communs où ça complique aussi énormément le divorce parce que c'est souvent un moment où on va essayer de régler des comptes. Mais en effet, s'il n'y a pas de biens communs, s'il n'y a pas d'enfants, un divorce, c'est une séparation un peu plus compliquée parce que la loi intervient. Mais ça se passe bien avec vos enfants ? Comment ? Ça se passe bien avec vos enfants ? Ah oui, avec les 2 premiers, ça se passe super bien. Avec la mère, c'est l'enfer. Ah ouais. C'est l'enfer. On est vraiment. Je me demande même jusqu'à présent comment j'ai fait pour être attiré par elle, parce qu'on est complètement, c'est 2 opposés, mais le nord et le sud, mais rien à voir. Mais par contre, je m'accroche. Oui, j'ai une bonne relation avec mes 2 garçons. Le dernier, il est adorable. Il est adorable comme tout. C'est vrai. J'étais pas prêt à avoir un autre enfant. 2 mois et demi après, je l'ai quitté. Elle a eu l'enfant. Je peux pas nier que c'est pas le mien parce qu'il me ressemble comme 2 gouttes d'eau jusqu'au nez, aux oreilles. Bref, de tout, c'est mon enfant. Lui, je le vois pas assez. C'était juste ça, en fait, Bien sûr. Mais écoutez, je crois, Samir, quand même que ce serait intéressant que vous évoquiez un petit peu plus consciemment tous ces choix amoureux, comment vous vous laissez emporter par... Je pense que vous êtes plus sentimental que vous ne l'imaginez, mais que vous êtes partagé, en effet, entre votre envie vous aimez les femmes, c'est évident, donc votre envie de vivre un peu plus libre, et votre culture et toutes les croyances que ça implique, évidemment. Donc je pense que c'est parfois difficile, parce que du coup, vous faites un peu le grand écart, et c'est ça qui fait que votre vie sentimentale est peut-être un peu chaotique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Il y a plein de désirs chez vous, plein de pulsions, etc. Mais il y a des choses qui sont emprisonnées. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus, si je me permets. D'accord. Emprisonné, oui. Oui, c'est-à-dire vous êtes à la fois quelqu'un de plein de désirs, comme le dit très justement Pascal Neveu, et en même temps quelqu'un qui a une culture où on doit suivre un chemin qui est quand même très tracé. Vous voyez. On doit répondre à des exigences, parce que vous voyez, dès le début, vous avez dit à un moment donné, alors j'ai oublié le terme, vous avez utilisé un terme au tout début, où il y a une culpabilité par rapport à ce premier mariage. Je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, vous allez réécouter. Une culpabilité, non, j'ai commis une grosse erreur. Oui, c'est ça. J'ai commis une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que j'étais précipité. Je me suis précipité. Mais vraiment, je me suis précipité. Quand on parle de l'éducation, oui, c'est vrai, je suis musulman, mais j'ai eu quand même, pour moi, une chance énorme d'avoir une mère chrétienne. C'est-à-dire que j'ai une certaine ouverture d'esprit. Je suis musulman, mais pas... Oui, mais vous voyez, ça confirme ce que je dis. J'ai quand même une certaine ouverture d'esprit. D'accord, mais ça confirme bien ce que je dis. Il y a une dualité chez vous qui vous entraîne parfois dans des... c'est ça qu'il faut peut-être un petit peu éclaircir, et ça vous aidera. Je crois que vous avez dit, je me suis compromis dans ce mariage. Enfin, c'est peut-être pas le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Je l'ai oublié, je l'ai pas noté, etc. Mais voilà, il y a une lourdeur par rapport à ça. Oui.
Mais d'un autre côté, vous avez une ouverture d'esprit gigantesque, etc. Donc c'est très bien d'avoir. Oui, et puis vous êtes enfin, je veux dire, vous êtes quelqu'un qui va bien. Hein. Enfin, on vous sent pas détruit par ces 3 divorces, et même si vous souffrez un peu pour vos enfants, et c'est normal. C'est vrai, je suis pas détruit. Je suis pas détruit. Je dirais, c'est malheureux, hein, ce que je veux dire. Hein. Mais pourquoi vous dites ça ? c'est malheureux. Non, parce que je me suis construit dessus. Je me suis sur mes malheurs, du moins. Je me suis construit sur ça parce que je pense que peut-être, hein, j'ai de la chance comparé à certains hommes où les femmes sont beaucoup plus méchantes, où ils voient pas du tout leur enfant, où c'est carrément la guerre. Mais moi, c'est la guerre, mais c'est pas vraiment la guerre parce que je vois quand même mes enfants un week-end sur 2, la moitié des vacances, même si j'ai envie d'aller les voir comme ça sur un coup de tête, je peux y aller. Et concernant la dernière, j'espère que ça ira avec le temps, mais non, on peut pas empêcher un enfant de voir son père indéfiniment, c'est impossible, sachant que je suis pas au fond quelqu'un de mauvais, mais c'est vrai une chose. Mes mariages, en fait, les mariages que j'ai eus, les 2 derniers, hein, m'ont vraiment étouffé parce que je me suis rendu compte qu'en rentrant dans une relation trop rapidement, moi-même, je me suis perdu parce que je voulais papillonner. Énormément papillonner. Je voulais découvrir des choses que j'avais pas découvertes. Moi, voilà, encore une fois, sans être prétentieux, je sais comment séduire une femme, je sais comment plaire à une femme, je sais que je plais aux femmes, donc j'ai pas ce... Eh bien, profitez-on. Voilà, c'est donc j'ai plus envie de m'emmerder ou de rentrer, vous savez... dans le droit chemin, quand on dit mariage, pour moi, je vois ça comme une prison. Et je veux plus de ça. C'est ça, en fait, je pense, qui m'a dégoûté aussi de mes relations. J'ai voulu tellement bien faire que finalement, j'ai fait tout l'inverse aussi. Eh ben merci Samir, en tout cas, de cet échange. Et bon courage et bon mariage. C'est une boutade de Pascal Neveu. Si vous ne le connaissez pas, c'est son style. Merci en tout cas Samir. On va faire une petite pause et puis on va rêver ensemble, Pascal Neveu. Ou plus exactement, on va écouter le rêve de Hello qui va nous rejoindre. Je suis désolée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Pascal Neveu que nous allons maintenant rêver. Vous savez que tous les vendredis, on écoute un rêve et puis on essaye de l'interpréter, à la fois pour aider celle, puisqu'en l'occurrence c'est une femme, c'est Christine, qui a donc envie de nous raconter ce rêve en particulier, et puis peut-être aussi ceux qui nous écoutent, hein, parce qu'on avance comme ça. Il faut savoir, en tant que bon freudien, Pascal Neveu, les rêves évidemment parlent de nous et nous racontent des choses importantes de nous. 1899, la Traumdeutung, l'interprétation des rêves de Freud. Donc je ne vais pas vous faire un cours, mais moi je rappelle sans cesse, et je l'ai déjà dit lors d'une précédente émission, que on n'est pas là pour interpréter les rêves. Ça sert à rien en plus sur un plan psychanalytique, ça fait pas avancer le patient. Et il n'y a que, et puis les dictionnaires des rêves, c'est parfois, mais très souvent même du grand n'importe quoi. Mais il y a eu bon nombre d'émissions qui abordaient le sujet dans les années 90. Je vais pas citer les autres stations de radio de l'époque. Mais en tout cas, il n'y a que le rêveur qui lui-même est capable d'interpréter son rêve. On peut pas. À condition. Parce qu'il y a plein de symboles, il y a plein de choses. Hein. Bien sûr, je suis bien d'accord avec vous, mais à condition qu'on l'aide. Totalement. On le guide. Lui donne des pistes. On le guide effectivement dans l'interprétation de ses rêves. Mais donc là, évidemment. je suis impatient d'entendre un rêve. Moi, j'adore rêver en plus. Christine, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Christine. Bonjour Pascal. Eh bien, merci de me recevoir. Je vous en prie, on vous écoute. Racontez-nous votre rêve déjà. Alors mon rêve le plus récurrent, qui est pratiquement toujours le même, c'est un rêve où je me perds. Je suis seule dans un espace plat, comme une plaine, mais il y a des espèces de parties avec des plots, comme si on allait construire des parkings désaffectés. Et je cherche ma voiture. C'est souvent la même chose. Et je suis comme une âme. Et en fait, à force d'attendre de chercher mon véhicule, j'ai peur. Je me sens seule et je trouve personne à qui demander mon chemin. Et je me demande bien ce que je fais là, parce que je cherche ma voiture en fait, mais je ne sais pas d'où je viens. Et je marche et j'espère trouver quelqu'un. Et l'angoisse monte. Et voilà. Et là, il n'y a pas de téléphone portable comme on a maintenant pour trouver le chemin avec le GPS, un GPS. Ouais. J'y pense même pas, en fait. C'est juste que je suis seule et que je cherche mon véhicule et l'angoisse monte au fur et à mesure et je marche de plus en plus vite. Et c'est...
Alors, on a un petit souci avec la communication avec Christine. On va essayer de la retrouver. Ce qui est intéressant toujours, c'est qu'on voit bien, comme ça, sans être psychanalyste, on voit bien que c'est un rêve qui indique... C'est assez fréquent ce genre de rêve où effectivement on est perdu, on ne retrouve pas son chemin. Alors ça peut être dans un immeuble, là c'est un garage, il y a le véhicule et également, alors ça on peut l'interpréter de différentes façons qu'on ne retrouve pas. Mais je crois que d'ailleurs il y a quelques émissions de cela, on a eu une personne également qui avait abordé à peu près ce même sujet, se sentant perdu dans un immeuble et ne retrouvant pas son chemin. Alors ça en dit long, parce que d'abord c'est angoissant. Ensuite, il ne faut pas oublier également que quand on dort, on est dans un lit et que parfois on est un peu perdu également. Tout dépend si on dort seul ou pas. On peut être perdu également dans son lit. En tout cas, on peut être perdu dans cet inconscient là qui peut nous submerger un tout petit peu. Mais en tout cas, voilà, il y a le véhicule de la vie. Oui, qu'elle ne trouve pas d'ailleurs. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi dans le rêve de Christine, je ne sais pas si elle nous écoute, mais c'est pas grave. Sinon, elle nous écoutera en podcast, qu'importe. On va essayer de continuer à l'interpréter pour ceux qui nous écoutent. À un moment donné, elle cherche quelqu'un qui pourrait l'aider. Ouais. Et il y a personne qui peut l'aider. Et pourtant, moi, j'ai presque envie de dire à Christine, si elle nous entend, je crois que là, c'est vraiment un rêve qui indique qu'il y a besoin d'une aide pour pouvoir un petit peu mieux trouver la direction que vous avez envie de donner à votre vie, parce que là, vous êtes en errance, on pourrait dire. On est perdu, on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Effectivement. Voilà. Et cette peur indique quoi? Cette peur, elle indique qu'il y a certainement des choses dans votre vie qui n'ont pas été suffisamment élaborées et qui n'ont pas abouti. Est-ce que ça vous dit quelque chose, tout ça, Christine? Oui, c'est possible. En fait, en ce moment, je suis en errance professionnelle. Ah oui, voilà. C'est ça. Oui, je pense que ça me parle en fait. Et puis moi j'ai bien aimé aussi, alors je me permets de l'interpréter, vous avez dit que c'était plat, je pense qu'il y a une baisse d'énergie chez vous en ce moment, comme si vous aviez un pneu à plat, quoi. Enfin il y a quelque chose peut-être qui laisse à penser, et puis vous m'avez parlé de ça. C'est un rêve récurrent également. Oui. Les rêves récurrents ce sont réellement des signaux d'alerte sur ce qui se passe dans votre vie, c'est pas un hasard. C'est un peu comme des cauchemars récurrents également. Donc moi, je vous conseille vraiment, Christine, alors vous pouvez le faire avec un thérapeute, vous pourriez même le faire avec un astrologue, voir un peu qu'est-ce que vous avez déjà fait professionnellement et quelles seraient aujourd'hui les envies que vous auriez professionnellement, vers quelle discipline vous pouvez vous orienter. En fait, c'est ça, c'est de la réorientation en fait. J'avais utilisé le même terme que vous, Brigitte. Donc là, vous êtes en pleine réorientation, mais sauf que vous êtes un peu perdu, il faut quelqu'un. Oui, c'est exactement ça. Je suis en train de voir pour 2 orientations. Ouais. En fait, qu'est-ce que vous aimeriez faire justement? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Eh bien, j'étais assistante dans le domaine public et là, je développais une auto-entreprise en coaching, voilà, organisation administrative et faire une technique de la thérapie quantique. Voilà. D'accord. Mais je pense que vous n'êtes pas très sûr de vous et ça vous fait un peu peur de partir sur cette direction-là. Donc c'est alors la première, elle est déjà montée depuis 1 an, donc là je suis en plein, j'attends de développer. Et le deuxième, je suis en attente de certains éléments. Voilà. Ouais. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Pascal Neveu, je vais vous donner un love conseil qui vous concerne, puisque vous êtes un homme, les pires ennemis de la verge. Parce qu'en fait, c'est les champignons. Et pourquoi? Non, mais dites des conneries, allez-y, continuez. Non, en termes de diesthésie. Non, mais je plaisante. Bon, bref, alors. Bon, parce qu'on a un petit peu trop de sexos ou de médecins qui ont un peu tendance à penser que c'est toujours dans la tête. Non, c'est pas toujours dans la tête. Et je crois que c'est parfois important de rappeler ce qui peut provoquer des pannes d'érection. Alors, il y a bien sûr le diabète, l'insuffisance rénale, certaines hépatites, la maladie de Parkinson.
Une pression artérielle trop faible, une grave maladie comme un cancer par exemple. Aussi, ce qui est important aussi à signaler, ça peut être un grand problème de dos. Par exemple, quand il y a un disque déplacé, ça peut provoquer également des difficultés parce que ça touche sur les nerfs. Ouais. Et puis il y a d'autres choses comme bien sûr la dépression, l'alcool. Trop d'alcool nuit également à l'érection, comme l'abus du tabac, c'est bien aussi de le rappeler, les drogues, notamment la cocaïne, trop de stress. Et ça fait déjà beaucoup. C'est énorme là, ce que vous dites. Quand on parle de verge, c'est pour ça que je rebondis. Oui, ça fait déjà beaucoup. Par exemple, il y a des études qui ont été menées. Les hommes d'affaires surmenés font moins l'amour que les hommes qui vivent comme les agriculteurs qui vivent en plein air, par exemple. Oui, l'amour est dans le pré. Oui, si vous voulez. Pour citer une autre émission. D'habitude, vous êtes très en forme au début de l'émission. Là, c'est plutôt... je commence à débander, oui. Ça commence à... Bon. Bref, toujours est-il que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, messieurs, prenez soin de vous avant tout. Et puis, acceptez aussi que l'âge va jouer son rôle pour cet organe, parce que c'est comme tous les autres organes. Notre vue va baisser. Eh bien, l'érection, elle baisse aussi au fil des années. Alors, vous aimez les chiffres, Pascal Neveu, je vais vous en donner quelques-uns. À 55 ans, 8% des hommes ont des problèmes d'érection. À 65, c'est 25%. Et 55% à 75 ans. Ouais, mais ça va encore. Donc, il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a 45% d'hommes qui, après 75 ans, ont encore des érections. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On est d'accord. Bref, en tout cas, ce qui est important pour conclure ce Love Conseil, c'est que de toute façon, quel que soit le problème d'érection, aujourd'hui, il y a toujours une solution. Donc, ne faites pas l'autruche si vous sentez que vous avez... Vous en parlez à votre médecin également. Oui, alors vous en parlez à votre médecin. Si votre médecin vous dit c'est l'âge, non, allez en parler à quelqu'un d'autre parce qu'il y a toujours il y a beaucoup de médecins malheureusement qui ne sont pas tellement au courant. Il y a énormément qui ne veulent pas aborder le sujet également. Qui n'osent pas même aborder. Chez les psys également. Vous imaginez un médecin qui a des difficultés érectiles, il n'aborde pas bien le sujet. On continue avec Sophie, et c'est pas les malheurs de Sophie, c'est les bonheurs de Sophie. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir. Bonjour Sophie. Alors vous avez testé pour nous ce stimulateur clitoris Pro 2 génération 3 rouge, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bref, toujours est-il, c'est de la marque Satisfyer et l'on retrouve ce jouet sur rudesplaisirs.com. Alors c'est ce qu'on appelle communément un womanizer, c'est-à-dire que c'est un petit jouet qui a un petit trou qui vibre. Mais bon, regardez pas comme ça, je vais vous le donner, vous allez pouvoir le tester. Sur moi, non, ça n'a pas fonctionné. Mais... Sur votre doigt, pas sur vous. J'adore tester, de toute façon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Déjà, voilà, la couleur est sympa, un petit peu framboise, il est tout doux. Comment dire, il a plusieurs vitesses, 12, il me semble bien. Absolument. Alors, il y a 2 embouts, en fait, 2 petits embouts blancs. Donc, un avec un trou, justement, et l'autre sans trou. Donc, dans l'idéal, j'ai préféré celui qui est tout entier, sans trou. Ouais. Et donc, pour les plaisirs solitaires, c'est clair que c'est assez rapide. C'est efficace sur la vibration rapide. Ouais, on a compris, Sophie. En plus, il est en promo, je viens de voir, il est en promo. Il y a 30% dessus, si vous commandez. Ah oui, en effet, le prix est tout à fait abordable actuellement, puisqu'il est à 59,90 €. Ah oui, ça peut vibrer, mais énormément. Ah oui, d'accord. Non, mais je suis en train de tester les positions sur ma main, je suis désolé. Mais Oui. Alors on est bien avec un homme, là aujourd'hui Sophie, parce qu'il l'a d'abord démonté, il a enlevé l'embout. Non, alors ça. Et puis maintenant, non mais c'est. Après, on dit que les garçons et les filles c'est pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Vous offrez un truc à un garçon, il va d'abord le démonter, et puis non mais le micro, il a pas de clitoris, Pascal Neveu. C'est pour faire écouter le bruit. Oui. Bon, donc vous êtes plutôt, vous l'avez trouvé plutôt sympa. Et c'est vrai qu'il est assez joli. Il y a des vibrations plus ou moins fortes suivant ce dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on pourrait donc dire d'autre? Il y a une connexion Bluetooth visiblement qui se fait sur le site. J'ai un petit peu lu la notice. D'accord. Mais alors en fait, par contre, pour trouver comment ça fonctionne, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est le seul bémol en fait sur l'objet. Alors à 2, c'est très sympa aussi. Non, moi j'ai trouvé facilement.
Vous appuyez sur les touches et puis voilà. Mais sauf que je ne sais pas comment l'arrêter. Non, mais pour le connecter. En fait. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais. C'est parce qu'il doit se connecter. Bon, il faut télécharger le site sur lequel. Oui, mais c'est. Voilà, il y a une connexion. Ils sont tous pratiquement maintenant connectés, mais je suis pas sûre que ce soit si intéressant que ça. Enfin bon, ça dépend parce que parfois il y a même des musiques, enfin, etc. Il est waterproof aussi, visiblement. Oui. Bon, et puis il se recharge évidemment comme d'habitude maintenant. Ah oui, le système de chargement est top par contre. C'est 2 petits aimants, donc assez pratique. C'est fini les piles. Je ne sais plus qui l'autre jour me racontait qu'il avait offert des piles à sa compagne parce qu'il pensait qu'elle avait un jouet qui fonctionnait encore à piles. Eh oui. Bon, non, là c'est USB, c'est plus facile. C'est beaucoup mieux. Bon, et quelle note vous lui donnez alors ? 8. 8 sur 10, très bien. Très bien. Et merci de l'avoir testé pour nous. On vous laisse continuer à vous amuser, absolument. Merci Sophie. Merci à vous, au revoir. Allez, au revoir. Bon, ce jouet s'appelle Stimulateur Clitoris Pro 2 Génération 3 et c'est de la marque Satisfyer. Vous pouvez aller, profitez-en puisqu'il est en promotion sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Nous allons maintenant reparler du divorce grâce à ce livre. Marie-Estelle Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et auteur de ce livre « Réussir son divorce » aux éditions Larousse. On en a parlé là depuis 14 heures avec des auditeurs. C'est vrai que c'est forcément un moment difficile parce que c'est quand même un échec de divorcer. Bien sûr, et on a fait le choix de ce titre un peu provocateur et paradoxal parce que je fais le constat, comme beaucoup de mes confrères, que très souvent les divorces se transforment en pugilat et en guerre qui dure des années, dont on ressort ruiné financièrement, ruiné moralement, dégoûté de l'autre sexe et de l'amour, et avec des enfants qui sont dans un état malheureusement très préoccupant parfois. Et donc il est aussi de mon devoir de psychologue clinicienne de dire aux gens qui traversent cette épreuve que on peut en sortir pas complètement démoli, mais au contraire en ayant mûri, en ayant appris des choses et surtout en ayant préservé l'intérêt supérieur de l'enfant quand on a des enfants. Surtout, oui. Donc c'est vraiment le but du livre, de donner des clés et de faire réfléchir pour faire un pas de côté et prendre de la distance sur ce processus qui se transforme trop souvent en guerre. Ce qui est terrible, Pascal Neveu me disait qu'il y a à peine, il y a même pas 20% qui se séparent en consentement mutuel. Non, c'est consentement mutuel, oui. C'est pas beaucoup. C'est 10-13%. Alors, beaucoup de séparations, effectivement, deviennent très, très rapidement conflictuelles, mais le fait de pouvoir prendre le temps de se poser et même parfois d'aller en thérapie de couple pendant le processus de séparation permet vraiment de faire la part entre les difficultés qui sont inhérentes au couple et les difficultés de soi-même qu'on a projetées dans la relation. Et dès lors qu'on est capable de faire la part des choses, ça s'apaise énormément parce qu'en fait, on n'est plus dans l'externalisation, on cesse de se victimiser et d'attribuer à l'autre toute la responsabilité de l'échec, et on peut en tirer quelque chose parce que, bien évidemment, si on se victimise, le même échec après. Si on se victimise, on va répéter et on va être à nouveau déçu parce qu'on ne se sera pas remis en question, donc on va répéter les mêmes situations. Ça peut être également un véritable champ de bataille. Moi, j'ai en thérapie de couple, de divorce, tout ce que vous voulez, etc. Moi, j'ai déjà assisté à des conflits, pardon pour cette comparaison, à des conflits israélo-palestiniens. Ils se tapaient sur la gueule. Il fallait calmer, etc. Bien sûr, et puis avec des enfants qui sont au milieu de ça, avec parfois des situations où l'image de l'autre parent est très abîmée. Donc moi, j'invite vraiment les gens à se dire que un divorce est une épreuve, mais ça n'est pas obligatoirement un traumatisme indéfini, et que préserver l'image de l'autre parent dans la tête de l'enfant en faisant la part entre le couple d'amants et l'équipe parentale, ne le faites pas pour l'autre si vous lui en voulez tant que ça, faites-le pour vous et pour votre enfant, parce que vous serez beaucoup plus fiers de vous dans 10 ans, de vous dire que votre enfant est sorti pas complètement démoli de cette histoire, et surtout que vous avez été capable d'avoir une honnêteté intellectuelle, où vous avez su le préserver de vos griefs vis-à-vis de votre ex-conjoint. Est-ce que c'est uniquement une honnêteté intellectuelle, où il est question surtout d'affect, d'émotion, d'amour et de haine qui se conjuguent dans une relation d'amour? Voilà. Est-ce que c'est réellement une question d'honnêteté intellectuelle? Quelque part, oui, être capable d'élaborer son ambivalence et de dire là, je le déteste, je le hais, je ne veux plus jamais le voir. Néanmoins, c'est le père de mon enfant, et donc mon enfant a le droit à la paix psychique, il a le droit que devant lui, je n'insulte pas son père. Est-ce que c'est élaborer son ambivalence? Est-ce que c'est de l'honnêteté intellectuelle? On appelle ça comme on veut, mais je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'honnêteté intellectuelle, oui.
Alors, les chiffres que vous donnez sont ceux que nous a donné Pascal Neveu. Le risque accru de séparation se situe au bout de 5 ans. Et moi, ça me surprend, parce que je considère que si on s'est marié et qu'on divorce au bout de 5 ans, c'est qu'on ne s'est pas marié pour des bonnes raisons. Comment vous expliquez qu'on puisse divorcer aussi vite ? Alors ça, c'est un premier point qui est très important que vous soulignez, c'est que le discernement, c'est-à-dire le choix de la personne avec laquelle on s'engage, a souvent été mal fait. C'est-à-dire que comme les gens ne se connaissent pas bien parce que on apprend plein de choses à l'école, mais le fait qu'on a un psychisme et une personnalité, une psychologie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Très souvent, on se marie sans même savoir quel type de personnalité on a. Donc, on va pas du tout être capable d'identifier que l'autre a un autre type de personnalité qui réagit différemment au stress, qui communique différemment. Donc, ça va pas être conscientisé. Et donc, ça peut évidemment, une fois marié, créer beaucoup de problèmes. Et puis, l'autre raison, c'est qu'en général, pourquoi 5 ans ? Parce qu'en fait, en général, 5 ans, ça correspond à la petite enfance du premier enfant dans les couples, et que là on voit qu'un virage très difficile pour beaucoup d'amants, c'est l'arrivée de l'enfant. C'est le moment où ils passent du couple d'amants à l'équipe parentale et où ils ont du mal à additionner et à avoir les deux positions. Et alors là, les projections tournent à plein, c'est-à-dire que moi j'entends des patients qui me disent tant qu'on n'était pas mariés, ça se passait très bien. Et puis une fois qu'on a été mariés, en fait, je me suis pris dans la figure tous les souvenirs de mon père malheureux en couple, et donc j'ai tout d'un coup paniqué parce que j'ai vu le mariage comme le cercueil de la liberté, comme le cercueil du bonheur, et je me suis pris en fait le retour de ce que je voyais chez mon père avec ma mère, et j'ai projeté ça sur ma femme et ça crée des conflits. Et l'arrivée de l'enfant m'a enfermée là-dedans. Donc il faut vraiment aller l'élaborer en thérapie de couple parce que, comme disait un de mes professeurs, un couple qui dure, c'est plusieurs couples qui se succèdent, et je crois vraiment que ce sont des virages très difficiles. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont impossibles à prendre. Mais effectivement, il y a un pic au bout de 5 ans parce que l'enfant est un séisme. Alors ça correspond justement à un joli séisme. Vous répondez un petit peu à la question que je voulais vous poser maintenant. Il ne faut pas faire d'enfant en fait. C'est ce que vous êtes en train de dire. J'ai dit un joli séisme. Mais je vais quand même vous la poser. Est-ce que vraiment, quand on a un petit peu l'idée de divorcer, le fait d'aller en thérapie va empêcher le divorce ? J'y crois pas beaucoup non plus à ça. Alors, il n'y a pas de magie. La thérapie, c'est pas de la magie. C'est pas... voilà. Mais en tout cas, ça permet de se poser. Et j'ai presque envie de vous dire... Peu importe à la fin que les personnes divorcent ou qu'elles ne divorcent pas, ce qui compte, c'est qu'elles prennent la décision pour de bonnes raisons et en conscience. Oui. C'est-à-dire que c'est une décision qui est trop lourde de conséquences pour imaginer qu'elle va résoudre tous nos problèmes d'une part, parce que vous continuerez à vivre avec vous-même, donc tout ce que vous n'aurez pas réglé, vous le garderez après le divorce. Et puis, le fait d'aller en thérapie va quand même permettre de faire la part entre les problématiques inhérentes au couple et mon propre mal-être qui... de fait, vient créer des turbulences dans le couple, mais en fait, si je les règle en thérapie individuelle, mon couple va être allégé de ça. Donc ça apporte aussi un apaisement dans la communication, et il y a des surprises dans les deux sens. Moi, je vois des couples qui viennent en thérapie complètement désespérés, puis en fait, ils arrivent à retomber amoureux l'un de l'autre, et puis je vois aussi des situations où ils sont vraiment dans le déni des difficultés, et finalement, ils réalisent que non, pour l'un comme pour l'autre, et même pour la paix psychique des enfants, il vaut mieux une séparation qui se passe bien que de continuer à être sous le même toit en s'envoyant des jurons à la figure. Et quelle serait la différence, Marie-Estelle Dupont, puisque vous êtes psychologue clinicienne, entre justement une thérapie de couple avec un psy ou un thérapeute et avec un médiateur familial, puisqu'on est souvent amené à rencontrer un médiateur familial quand on est en instance de divorce. Quelle serait la différence ? Alors, le médiateur familial, il est vraiment très utile quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, que ce soit avant, pendant ou après la séparation, sur des points de garde d'enfants, sur des points très concrets. Il va vraiment permettre de fluidifier la parole, de trouver une alliance, de trouver un point d'accord, un compromis. Le thérapeute familial, il est quand même à l'écoute de l'inconscient du couple, et il est sur un autre niveau. Il aide à trouver des solutions, évidemment, puisqu'il apaise la communication. Mais on est aussi là pour aider les deux individus à entendre la part d'inconscient qui se rejoue entre eux, leur part d'inconscient individuel et l'histoire du couple, et comprendre les motifs pour lesquels ils se sont mis ensemble. Parfois, on se met ensemble pour certaines raisons, et puis on reste ensemble pour d'autres raisons. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut découvrir au cours de la thérapie de couple. On va revenir évidemment sur la question des enfants et du divorce, Pascal Neveu, parce que c'est quand même un vrai sujet. Il est fondamental. Et on va continuer donc à en parler avec Marie-Estelle Dupont qui est avec nous. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Pascal Neveu est avec nous. On évoque le divorce aujourd'hui. J'imagine, bien sûr, que vous aussi, vous avez beaucoup de patients qui viennent dans cette situation. Ouais, il y a des séparations qui sont salutaires, des séparations qui sont beaucoup plus douloureuses également. Et puis, on parlait effectivement avec votre invité, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Marie-Estelle Dupont. Ouais. Donc, effectivement, de la question de la place de l'enfant et comment l'enfant, il peut être totalement impacté et porter les douleurs du couple, mais les transmettre par la suite. On va y revenir sur l'enfant, mais je voulais juste... on en a parlé avec la première auditrice tout à l'heure, quand vous parlez du moment cataclysmique, ça c'est important aussi à signaler à ceux qui nous écoutent. Quand l'un des deux annonce la décision de divorcer, il peut y avoir un véritable chaos intérieur, et là il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Je pense que c'est important. Bien sûr, parce que quand on est dans la position de celui qui est quitté, quelque chose s'effondre. Quelque chose s'effondre dans le cœur, mais aussi dans le moi social, parce que c'est la fin d'une construction, c'est-à-dire que tout d'un coup le temps est suspendu. Il y a vraiment un traumatisme au sens où le temps est éclaté, puisque toutes les projections qu'on faisait une minute avant avec cet autre, tout d'un coup ça n'est plus possible, et très souvent, il y avait des signaux faibles que ça n'allait pas, mais on était dans le déni, on ne voulait pas les entendre. Et là, c'est vraiment très, très important pour ne pas vaciller de faire appel à un psychothérapeute. Il n'y a aucune honte, il faut encaisser le choc et on encaissera d'autant mieux qu'on peut élaborer toutes ces émotions. C'est important que ceux qui nous écoutent l'entendent, et je pense notamment aux hommes qui très souvent n'ont pas entendu les différents messages envoyés par les femmes, et puis tout d'un coup la femme elle annonce le désir de divorcer, et là ils tombent des nues. Ils tombent des nues et en même temps ils traversent une très grande colère. Moi je le vois, en tout cas dans ceux qui viennent me voir, une très grande colère envers eux-mêmes d'avoir été dans le déni, parce qu'ils réalisent qu'elle a peut-être lancé des appels et qu'ils ont été dans le déni, qu'ils ont fait l'autruche, et à ce moment-là ils s'en veulent énormément. Et ils sont désespérés parce que c'est trop tard, mais effectivement élaborer toutes ces émotions est très très important, y compris pour les enfants d'ailleurs, qui n'ont pas vocation à réparer, ni à séparer, ni à réparer leurs parents. Et c'est intéressant parce que effectivement la question de l'enfant qui est centrale, enfin peut-être pas que centrale. Moi j'ai déjà reçu des couples qui venaient pour me dire comment on peut l'annoncer aux enfants. Et justement. Mais généralement, ces couples-là, en fait, ils se séparent de manière très intelligente. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'ils élaborent quelque chose, donc ils ne sont pas dans le passage à l'acte. Déjà, le fait de se questionner veut dire qu'ils ne sont pas dans le passage à l'acte. Et déjà, peut-être, il me semble, la première chose, c'est que les deux doivent le dire aux enfants. Enfin, il n'y a pas un qui va dire aux enfants ton père me quitte ou ta mère me quitte. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il importe d'être, même si c'est difficile d'être dans la dynamique de séparation des amants, il faut continuer à être dans la collaboration des parents et qu'il n'y en ait pas un qui porte effectivement le fardeau de l'annonce. Et de le dire ensemble va rassurer l'enfant qui va voir en face de lui physiquement ses deux parents ensemble pour lui dire qu'ils se séparent comme amoureux. Et la chose la plus importante, c'est qu'à ce moment-là, l'enfant entende qu'il n'est pour rien dans cette séparation. C'est-à-dire que les places soient bien respectées. Tu es une conséquence de notre couple, tu n'es pas la cause de notre couple, donc tu ne nous as pas fait et tu ne vas pas nous défaire. Nous nous séparons comme amoureux, mais nous ne nous séparons pas comme parents et nous ne nous séparons pas de notre enfant. Oui, c'est important parce que j'ai entendu hier, justement, Marie-Estelle Dupont, j'ai entendu une auditrice qui avait la culpabilité de la séparation de ses parents. Oui, bien sûr. On entend ça. Alors c'est que les mots n'ont pas été bien posés et il n'y a pas l'ombre d'un doute. Tu es notre enfant. Elle était l'enfant qui avait été fait pour sauver le couple. Et donc elle avait échoué dans sa mission d'enfant thérapeute. Il y a ça, il y en a beaucoup. Il y a ça, mais il y a aussi également le retour du complexe de type, où finalement l'enfant voulait la séparer. Je milite pour. Bref, et donc où effectivement il y avait le fantasme de séparer le couple. Donc voilà, il y a tout ça qui s'accumule totalement chez les enfants, et même quand on est adulte, et voire même d'ailleurs chez des patients qui sont adultes et les parents qui se séparent lorsqu'ils ont 70 ans. Le divorce est rentré dans les mœurs, pourrais-je dire. Est-ce que les enfants vivent mieux les divorces, ou est-ce que c'est toujours quelque chose de Alors, traumatisant ? ils trouvent un soutien social qu'ils ne trouvaient pas, évidemment, il y a 40 ans, puisque la moitié des enfants de leur classe ont des parents divorcés. Donc ça n'est plus une situation de marginalité qui donne l'impression de vivre quelque chose de honteux. Ça, c'est vrai. Après, ce qui fait que
un enfant vit bien ou mal le divorce de ses parents, parce que de toute façon, c'est toujours une douleur. C'est-à-dire qu'un enfant a toujours le fantasme en lui pendant très longtemps que les deux sources de sa vie soient réunies. Mais ce qui va faire qu'il va le vivre bien ou mal, c'est le niveau de conflictualité entre les parents, justement, à la maison, et la possibilité que les parents ont d'imperméabiliser, d'étanchéifier les choses et de dire à l'enfant, tu es à ta place d'enfant, de ne pas abîmer l'image de l'autre et de ne pas faire de l'enfant ou un espion de l'ex, ou un médiateur, ou un thérapeute, ou un confident, ou un doudou pour combler le lit vide en le laissant dormir avec nous parce que on est triste d'aborder les vacances tout seul. Voilà, c'est tout ça qui va faire que si l'enfant garde finalement des repères avec sa place d'enfant, il pourra se remettre de ce chagrin. Voilà, c'est ce qui fera la différence avec un traumatisme. Ce qui demande beaucoup d'intelligence de la part des adultes. Et de communication surtout. Parce qu'il y a une grosse gangrène dans les couples, c'est le manque de communication. Bien sûr. Ils ne se parlent pas. Et puis quand ça devient conflictuel, quand on ne comprend pas, et vous le disiez tout à l'heure, on s'est placé on s'est mis des œillères. Effectivement, on n'a pas entendu les signaux, etc. C'est un problème de communication, de toute façon, d'émission, de réception du message. Bon, c'est extrêmement complexe. Mais d'où le rôle, effectivement, des psys qui interviennent sur ce plan-là. Et des livres qui peuvent aider ceux qui nous écoutent. Si vous êtes malheureusement dans cette situation, ça s'appelle Réussir son divorce. C'est aux éditions Larousse. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont d'être venue nous en parler. Merci Pascal Neveu de ces 2 heures dans lesquelles on a pu aussi peut-être donner quelques pistes à ceux qui nous écoutent. Et oui, normalement, on devrait pouvoir se séparer en tant qu'adulte, mais on sait très bien à quel point quand il y a de l'affect, c'est pas toujours simple d'être adulte. Les mystères de l'amour. On n'est pas obligé de se détester après s'être aimé. Exactement, mais quand on est dans la haine, c'est peut-être qu'il y a encore de l'amour. Allez savoir. Eh oui. Merci à tous les deux, merci à tous d'avoir témoigné. Et puis tout de suite, bien sûr, vous retrouvez C'est votre avenir.